Chef d'entreprise, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour. Frédéric Fougera, vous êtes communicant, président de Tenkan Paris et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Et Gilbert Azoulay, bonjour. Frère d'un producteur de miel. On va le rappeler. Est-ce que vous avez aimé Bah oui, il est très très bon. Sauvons les abeilles. Je pensais que j'aurais mon petit pot. C'est pour ça que je viens. Faut inviter Gilbert. La récolte arrive. Mais moi j'aime bien le miel liquide. D'accord, voilà. Okay, voilà, la commande est passée. Je suis preneur également. Allez, Gilbert Azoulay, donc directeur général de Newstank Éducation. Vous collaborez également à l'excellente revue L'Hémicycle, dirigée par Éric Revel. Et vous êtes un spécialiste de l'éducation. On va parler forcément de ce qui s'est passé à l'université de Lyon 2, où la présidente de cette université accuse cet enseignant qui a été menacé par des étudiants pro-palestiniens de paroles complotistes. On va parler des grèves, la SNCF qui menace d'une grève pour le 8 mai. Est-ce que vous pensez que les négociations aboutiront? Et puis chez LR, les adhérents sont en forte hausse, etc., etc. Beaucoup de sujets avec vous. Commençons peut-être avec vous, Jean-Claude Beaujour. C'est un coup de gueule. Oui, absolument, puisque le secrétaire d'État américain Marco Rubio a mis un terme à la mission de l'agence américaine qui était chargée de lutter contre les ingérences étrangères via tous les réseaux d'information, donc contre la désinformation. Et l'on sait, alors au motif pris, l'argument du secrétaire d'État américain est de dire qu'il faut que les Américains protéger la liberté d'expression. Alors là encore, pour bien comprendre, tout d'abord, il a été matérialisé, documenté le fait que via les réseaux sociaux, là, il y avait une tentative de déstabilisation des pays américains, des pays, des démocraties par un certain nombre de pays, et l'un des pays visés, ce sont les États-Unis. On a vu qu'il y a eu des tentatives d'ingérence, notamment dans la campagne précédente. Tout ça a été documenté. Alors, je pense que la décision, évidemment, c'est une décision américaine. On pourrait me dire, pourquoi est-ce qu'on la commente? C'est pas notre sujet. Parce que ça nous touche indirectement ou directement. On sait très bien qu'aujourd'hui, et depuis maintenant 3 ans, il y a la guerre Ukraine-Russie. Il y a d'autres conflits dans le monde et on sait très bien que les guerres conventionnelles on va plus faire la guerre avec uniquement des armes, mais qu'il y a d'autres moyens de faire la guerre. Il y a d'autres moyens en déstabilisant les États. On l'a vu d'ailleurs au cours de ces derniers mois, où des incidents ont été visiblement provoqués, organisés, l'histoire des cercueils, des provocations. Tout peut être de la désinformation. On peut organiser une révolte. Alors vous me direz que dans le bon vieux temps, ça se faisait aussi, mais ça s'organisait sur le terrain. Là, depuis à 10 000 km, à 7 000 km, on peut vous organiser, on peut déstabiliser un pays comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est une erreur. Je ne partage pas la décision qui a été prise, même si le gouvernement américain est évidemment souverain dans sa décision. Oui. Mais c'est une erreur parce qu'il s'agit de protéger la démocratie contre toutes les tentatives d'ingérence, quelles qu'elles soient. Et nous pouvons être victimes, parce que par effet collatéral, nous pouvons, nous, en Europe, être victimes de telle ou de telle révolte ou d'ingérence chez tel ou tel de nos partenaires. Voilà, donc je voulais dire qu'il faut que nous soyons attentifs, et je suis respectueux de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression n'autorise pas à dire tout et n'importe quoi, et certains vont me dire c'est quoi tout et n'importe quoi, mais il y a des choses qui sont des éléments qui sont manifestement faux, et quand ils sont faux, il faut pouvoir les détecter, pouvoir répliquer, pouvoir éventuellement porter une limite à ce qui est manifestement faux. Oui, c'est une réaction... Mais j'ai juste envie de paraphraser Jean-Claude. La liberté d'expression, ça n'autorise pas à dire tout et n'importe quoi, et je pense que prendre le risque
d'atteindre à cette capacité finalement quand même à contrôler la vérité. Le mot est un peu dur, mais c'est imaginer qu'on n'est pas soi-même en risque ou qu'on serait soi-même protégé de ces mêmes attaques. Et en fait, personne n'est à l'abri de ce type d'attaque. Donc il faut être très vigilant, il faut être éveillé, il faut être informé, et il faut quand même garder un sens de la justice aussi et du droit sur ces questions-là. Ça annonce des heures sombres. En fait, surtout à chaque fois que j'entends une annonce comme celle-là, ça annonce des choses pas sympas dans les années à venir, et de vrais problèmes. Alors on attend les midterms, comme tout le monde dit. On va voir ce qui va se passer, les élections de midterms. Mais c'est vrai que là, waouh, parce que il va se passer d'autres choses, à mon avis. Oui, mais vous savez, pour moi, c'est pas qu'une question de midterm, parce que je pense que nos sociétés, la société américaine évolue, mais nos sociétés, au nom de la liberté d'expression, on dit, on peut arriver ici et puis dire, j'ai vu un tel, alors même que cette personne est à 10 000 kilomètres, et on dit, ben oui, c'est au nom de la liberté d'expression, je peux dire, je peux faire, j'ai eu l'impression que... Donc c'est là aussi où je dis, attention, la société américaine évolue, et je pense pas que ce soit qu'une question de midterm, et le drame, c'est que ça nous touche plus profond, aussi. quoi. Absolument. Nous autorisons le mensonge au nom de la liberté d'expression. Je suis désolée, on est obligé c'est l'heure du journal, cher Benjamin Cauchy, mais je vous donne la parole au retour si vous voulez réagir à ce que vient de dire Jean-Claude Beaujour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Êtes-vous d'accord? Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, Frédéric Fougera, communicant et président de l'agence Tenkan Paris. Et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama, et Gilbert Azoulay, directeur général de News Tank Éducation. Et vous collaborez également à la revue L'Hémicycle, excellente revue dirigée par Éric Revel. On va parler des menaces de grève pour le 8 mai. La SNCF ne doit pas lâcher encore des millions d'euros aux syndicats. C'est le ministre des Transports qui dit cela. L'augmentation des adhérents chez LR. On va parler de l'abbé Pierre et de ce livre qui fait des révélations assez terrifiantes sur l'abbé Pierre. Et puis la présidente de Lyon 2 qui ne défend pas son enseignant menacé par des étudiants pro-palestiniens. Elle l'accuse de paroles complotistes. Peut-être un mot, Benjamin Cauchy, parce qu'on a été interrompu parce que c'était l'heure du journal, sur le coup de gueule de Jean-Claude avec la décision de Marco Rubio de fermer l'agence américaine en charge de la lutte contre la désinformation. Tout cela au nom de la liberté d'expression. Oui, juste quelques mots. Je partage effectivement cette volonté de rester vigilant sur la désinformation. Vous parliez, Jean-Claude, des États-Unis, mais un papier hier dans Les Échos ou Le Figaro exprimait aussi que la France, et François Bayrou s'en est fait l'écho, que la France aussi était victime d'une très grande désinformation, une très grande ingérence numérique et virtuelle, notamment par les Russes. Hein. On se le cache pas. Moi, il y a juste un mot qui m'a interloqué c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole, même si je partage les propos de Jean-Claude. Ce qui m'a interpellé, c'est les propos d'un autre des intervenants. Pardonnez-moi, j'ai mangé votre nom. C'est Frédéric Fougera. C'est moi, Il parlait du contrôle de la vérité. Alors ça me fait bondir. Oui, j'ai dit que mon propos était maladroit, mais il est sorti spontanément. Il y a pas de souci, mais c'est plutôt symptomatique et c'est intéressant parce que sur un plan philosophique et éthique, c'est là aussi qu'il faut creuser. C'est de se dire, est-ce que c'est à l'État de contrôler l'information au titre du contrôle d'une vérité, en tout cas d'une vraie vérité, vous voyez un petit peu jusqu'où on va, ou est-ce que finalement le rôle de l'État c'est de faire en sorte que chaque citoyen soit le mieux éduqué possible pour justement s'affranchir de ces désinformations et de ces complotismes. Voilà, on est d'accord. Cette petite question, un peu comme un philosophe, on met une question à la fin de la thèse, à la fin de la disserte, mais voilà, juste vous mettre un peu en réflexion là-dessus, jusqu'où l'État doit contrôler l'information. Voilà. On continue notre tour de table. Benjamin, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule contre Amélie de Montchalin, notre ministre des Comptes publics, qui, hier s'est exprimée sur sa volonté non pas de faire des économies, mais bel et bien d'augmenter les impôts des Français, malgré les discours de Monsieur Lombard et de Monsieur Bayrou. L'objectif de raboter les niches fiscales n'est autre
que d'augmenter les impôts des Français. Je rappelle juste qu'il y a 85 milliards, entre guillemets, de ce qu'on appelle de niche fiscale. Et puis, les plus grands postes sont les crédits d'impôt recherche, pour un peu plus de 7 milliards 7, l'aide à l'emploi à domicile, tous ces gens, tous ces dizaines de milliers de personnes qui embauchent des gens pour faire le ménage, pour garder leurs enfants, pour bricoler, pour faire le jardin, bref. Et puis également cet abattement de 10% qui est octroyé sur les pensions de nos retraités. Alors l'idée effectivement est parfois simpliste de se dire on va raboter de 5% comme elle dit, c'est-à-dire qu'on gagnerait 4 à 5 milliards ou de 10% on en gagnerait 8 milliards. Mais quoi qu'il en soit, je crois encore une fois que le gouvernement prend le problème à l'envers. Le problème à l'envers n'est pas d'aller chercher des recettes fiscales supplémentaires, mais bel et bien de faire des économies. Et lorsque l'on lit l'article ce matin dans Les Échos où on dit l'État va avoir du mal à renflouer ses caisses, on comprend bien que la stratégie du gouvernement n'est pas de faire des économies, de réorganiser, de faire des économies, mais bel et bien de taper une fois encore dans la poche des contribuables. Il faudra bien un jour que l'État comprenne que l'argent ne lui appartient pas, que l'argent appartient aux citoyens qui travaillent, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, et cet argent est effectivement confié par le biais de l'impôt à l'État afin qu'il rende des services. Et là aujourd'hui, quand on entend Madame de Montchalin, elle a l'impression que c'est son argent qu'elle décide de ne plus redistribuer aux Français. Donc je trouve qu'il y a quand même une inversion intellectuelle dans ce principe des niches fiscales. Pour moi, c'est pas des niches fiscales, ce sont des baisses d'impôts. Donc clairement, le gouvernement compte revenir sur ces baisses d'impôts qui, au-delà du côté parfois, qu'en dirais-je, anecdotique, on a bien vu qu'il y avait des niches fiscales qui ne concernaient que 19 ou 30 ou 50 personnes. La réflexion peut être effectivement menée sur la pertinence économique de ces rabais fiscaux, mais quoi qu'il en soit, lorsque l'on sait que c'est générateur d'énormément d'emplois, lorsque l'on sait que face aux États-Unis, face à la Chine, on a besoin de recherche et développement et que le crédit d'impôt recherche est clairement un levier pour aller rechercher de la croissance de demain, y compris de la croissance verte, de la croissance bas carbone, tout ce que vous voulez, eh bien, raboter ces abattements fiscaux n'est autre que créer de l'impôt supplémentaire. Donc, grand coup de gueule, et j'ai envie de dire au gouvernement, au lieu de taper une fois encore dans la poche des Français, essayez de faire fondre l'État qui est obèse, tout simplement. Oui, c'était un peu les propos aussi de Sophie de Menton lundi qui donnait des pistes de réduction d'impôts également pour l'instant. Juste un chiffre. Le coût de distribution des aides sociales en France. Je ne parle pas du montant des aides sociales. Le coût de distribution des aides sociales en France est de 47 milliards d'euros. Les Français doivent savoir qu'il y a 47 milliards d'euros de leur argent qui va uniquement à la distribution des aides sociales. Donc à l'heure de l'intelligence artificielle, de la simplification que l'on entend matin et soir dans la bouche de nos dirigeants, là il y a clairement une piste de recherche, d'économie, et qui évitera d'aller taper dans ces soi-disant niches fiscales. Alors Jean-Claude. Oui, deux observations très courtes par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, on ne s'implique pas sur la réduction. Et pour moi, toute la difficulté ici, c'est que de plus en plus on taxe indirectement ou directement ceux qui travaillent, j'ai envie de dire la classe moyenne avec un petit plus sur le moyen. Et à force d'imposer, alors même que François Bayrou nous a dit qu'il faut travailler plus, au bout d'un moment, la surfiscalité, au bout d'un moment, on est épuisé par les taxes. Parce que, bien sûr, on a toujours en tête l'économie avec les grands groupes, mais notre économie est faite de beaucoup de petites et moyennes entreprises, beaucoup de professionnels libéraux, beaucoup d'agriculteurs, etc. À force d'être écrasé par les taxes, on en arrive à être dégoûté de travailler parce que c'est insupportable. Ce qui est intéressant, c'est de voir la résistance au changement, parce que Amélie de Montchalin, moi je la connais un peu, Lombard, on le connaît, c'est quand même des libéraux, des gens qui ont la tête sur les épaules, qui savent qu'on peut pas... Lombard n'est pas très libéral. Libéral, Lombard... attends, excuse-moi, c'est pas non plus LFI, hein. Ce que je veux te dire, c'est que... C'est de la gauche quand même. Non, mais ils viennent de la gauche, excuse-moi. Enfin, il refuse la notion d'économie libérale et parle clairement... Laisse-moi finir, Benjamin, s'il te plaît. Ce que je voulais dire, c'est que quelles concessions ils doivent faire pour ne pas aller vers des économies d'impôts? Parce qu'ils savent qu'il faut des économies sur l'État obèse, comme tu dis. Et c'est ça qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois, des gens intelligents ne peuvent pas faire aller jusqu'au bout de cette pensée. Parce que augmenter les impôts, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. Donc je n'arrive pas à comprendre à qui ils font des concessions et à quel moment ça bug dans le processus de décision au niveau de l'État. Moi, franchement, je suis toujours stupéfait. Oui, et vous avez vu les patrons qui commencent aussi à
à donner de la voix et ils écoutent tous ces gens-là. Enfin, je vois bien comment ils travaillent. Enfin, je suis étonné de voir cette option et cette direction qui est prise par eux. Ils devraient savoir quand même que c'est pas la bonne option. Sur le crédit impôt recherche, on peut travailler dessus parce que vous savez très bien qu'il y a eu des gens qui ont utilisé ce crédit impôt recherche à des fins qui n'étaient pas les. Il y a toujours des dérives. Il y a toujours des dérives. Mais par exemple, au moment où on dit qu'il faut réindustrialiser et innover, la recherche est quand même un élément fondamental. Voilà. Bien sûr. Et tous les obstacles qui sont mis au développement également. Mais sur les économies, oui. Est-ce qu'on a besoin d'un haut commissaire au plan ? Est-ce qu'on a besoin de l'agence pour l'énergie ? Est-ce qu'on a besoin de l'agence du bio ? Est-ce qu'on a besoin de tous ces machins ? C'est peanuts. Parce que moi-même, j'ai engueulé, entre guillemets, Sophie, qui donnait tout un tas d'exemples. Ça n'a aucun intérêt. Mais Frédéric ? Deux choses pour répondre à votre question sur est-ce qu'on a besoin. Moi, souvent, je me pose la question inverse, c'est si du jour au lendemain, on supprime tel au commissariat, tel organisme, telle commission, est-ce que ça change notre vie ? Est-ce que la France va moins bien ? Ou est-ce que finalement, on se rend compte que cet organisme était vraiment indispensable ? Je pense que dans la liste que peut faire Sophie ou que chacun de nous pouvons faire, peut-être qu'on verra que rien ne change alors qu'une organisation disparaît. Et sans vouloir du tout polémiquer avec Gilbert, je vais juste revenir sur la vision libérale du ministre de l'économie et des finances qui avait quand même déclaré il y a quelques semaines que les entreprises devaient apprendre à moins gagner d'argent. Et tu vois bien, quand tu connais Lombard, tu sais que ça vient c'est pas vraiment une vision libérale. Comment on va davantage taxer les entreprises si on leur demande de gagner moins d'argent ? Comment elles vont créer plus d'emplois si on leur demande de gagner moins d'argent ? Sa vision libérale, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est pas non plus un LFI, c'est ce que je veux dire. Lombard est libéral comme Caron est carnivore, quoi. Ouais, d'accord. On se mettra pas d'accord. Frédéric, coup de gueule. Un coup de gueule qui va un peu dans le même esprit que Benjamin. Moi, c'est un coup de gueule contre les politiques que l'humilité n'étouffe pas, et je parle de ceux qui passent leur journée à donner des leçons aux autres. Alors ils n'ont rien à dire, ils ne travaillent pas beaucoup, alors ils donnent des leçons qui d'ailleurs à tout moment en principe peuvent se retourner contre eux. Je parle de ces politiques qui passent leur journée sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé à accuser ceux qui travaillent de ne faire que de la com. Eh bien eux, qu'est-ce qu'ils font sur Twitter ou sur les plateaux télé ? Ils font de la com. Je parle de ces politiques qui se disent intègres, mais qui sont condamnés pour détournement d'argent public. Je ne sais pas s'ils peuvent se regarder le matin dans un miroir. Un exemple qui illustre tout ça ces derniers jours, ces politiques qui donnent des leçons justement sur la bonne gestion de l'argent public. Il y a 48 heures, et ça a été renouvelé ensuite par des tweets, Ségolène Royal osait, ils osent, c'est à ça qu'on les reconnaît, elle osait dire que face au déficit budgétaire, il faut arrêter d'accuser les Français. Bon, là, elle a raison, mais plutôt identifier les milliards dépensés n'importe comment, mais sans pour autant plaider coupable. N'est-ce pas elle, par exemple, qui a mis en œuvre l'écotaxe abandonnée après avoir installé sur le territoire des portiques à péage pour les poids lourds et qui sont toujours là d'ailleurs. C'est quoi les conséquences financières ? Je vais aller les chercher. Indemnisation d'Ecomove pour la résiliation anticipée du contrat, près d'1 milliard d'euros. Le coût global du projet avorté, estimé par la Cour des comptes à 1 milliard d'euros. Les pertes de recettes fiscales, 800 000 à 1 million par an. Non. On se moque de qui ? Faut arrêter de donner des leçons, montrer l'exemple, mais arrêter de donner les leçons. Du blabla, des paroles, et voilà. Gilbert, j'aurais dû enchaîner avec vous après le coup de gueule de Jean-Claude, mais d'abord on va marquer une petite pause de pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec vous en direct sur Sud Radio. Et donc Gilbert, c'était un coup de cœur. Ben oui, enfin, je vais détonner par rapport à mes camarades, puisque c'est un peu en miroir aux États-Unis. Une info positive de la France qu'on aime, une France solidaire et une France conquérante. Alors que la recherche scientifique, comme vous le savez, subit des pressions inédites sur la nature des recherches, plusieurs établissements français s'organisent pour accueillir les chercheurs made in USA, et notamment sur certains sujets comme la santé, le climat. Absolument. Alors on parle de chercheurs de la NASA et des plus grandes universités américaines. C'est pas de la roupie de Sansonnet comme dirait l'autre. Il faut un peu de pognon, comme dirait l'autre. Justement, ça coûte un pognon de dingue des bons chercheurs. Mais justement, l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, a déployé un plan d'action aux chercheurs et aux chercheuses. 15 postes
vont être ainsi créés pour eux dans le climat, la santé, les sciences sociales. El Moumoub, le président de PSL, que j'aime beaucoup, j'en profite pour le signaler, s'est associé à l'université de Chicago et de Rice University, qui disposait également d'antennes dans le sud. J'ai vu Aix-Marseille. Ouais, je veux parler d'Aix-Marseille. Côte d'Azur se mobilise pour offrir aux chercheurs américains empêchés des conditions d'accueil. Concrètement, des scientifiques seront accueillis pour une période de 6 à 24 mois. Et puis à Aix-Marseille, vous aviez raison Valérie, qui lance le programme Safe Place for Science, qui va dégager quand même 10 à 15 millions d'euros pour pouvoir accueillir une quinzaine de chercheurs américains avec une enveloppe de 600 à 800 000 euros par chercheur sur 3 ans. C'est des montants qui sont aux États-Unis pas très étonnants, parce qu'on paye très cher les grands professeurs. Le programme vise des chercheurs travaillant sur différentes thématiques, le climat, la santé ou encore les sciences humaines, comme je vous l'ai dit. Alors, un exemple de la France qui agit pour le bien de la communauté scientifique et au fond pour le bien de la planète au moment où l'obscurantisme se généralise. Et puis très franchement, accueillir les meilleurs chercheurs, c'est bon pour l'économie de la connaissance, mais aussi c'est bon pour nous et nos performances, parce que évidemment, ça, au moment où l'innovation et la recherche sont au cœur et sont l'alpha oméga de la performance des nations, eh bien, dans cette guerre économique que nous affrontons, c'est pas si mal. Mais est-ce qu'on aura les moyens de nos ambitions? Quand on voit, vous connaissez bien le sujet, je vous donne la parole Benjamin, mais Jean-Claude qui connaissait bien les États-Unis, c'est toujours le côté un peu rabat-joie, mais de se dire, ils ont quand même des moyens et des salaires qui sont très différents. Est-ce qu'on va vraiment assister à un exode de chercheurs américains? Alors, je ne pense pas qu'il y ait exode massif, mais je pense qu'au contraire, cette situation peut être, allez, on va employer un mot anglais, wake-up call, au fond une alerte qui peut être positive pour nous et nous dire au fond, ok, on va pas accueillir tout le monde, ça va concerner quelques chercheurs, etc. Mais c'est bien la preuve que pour pouvoir, je reviens, c'est mon obsession, si on veut réindustrialiser, si l'on veut innover, si on veut être cette grande puissance industrielle, économique, il faut qu'on ait des gens qui fassent de la recherche, il faut pouvoir les garder, il faut pouvoir les financer, c'est là où il faut qu'on dépense l'argent, c'est-à-dire dépenser autrement. Et investir. Là encore, ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous ferons aujourd'hui auront des conséquences peut-être même pas de notre vivant, parce que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est sur 15, 20, 30 ans. Je rappelle que l'Inde, alors je mets le chiffre entre guillemets parce que je l'ai pas vérifié ces derniers temps, c'est 1 million d'ingénieurs chaque année. L'Inde. C'est vrai. Donc c'est 1 million d'ingénieurs. Donc oui, j'ai envie de dire, je dis à nos jeunes ingénieurs et je dis aux recruteurs, arrêtez de laisser partir nos jeunes ingénieurs dans la finance, dans le management, et essayons de faire en sorte qu'ils restent dans la recherche, en tout cas qu'un plus grand nombre reste dans la recherche, parce que c'est cela qui va pouvoir accompagner notre innovation. Et puis Valérie, que les filles aillent dans les carrières d'ingénieurs, parce qu'il y a trop peu de filles chez les ingénieurs. Dès la maternelle. Dès la maternelle, bien sûr, c'est là que ça se crée, le clivage entre... C'est ce que nous a dit... Vraiment, vous êtes sérieux? Parce que c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne. Non, c'est dès la primaire, en gros. Puisque c'est l'intérêt pour les mathématiques, sûr, mais les pour enfants, les sciences. parce qu'il y a des schémas. La fille s'occupe fait la poupée, et puis le mec fait... Alors, peut-être Benjamin, sur... Je vais mettre un bémol dans cette philanthropie. On compte sur toi. Bah oui, évidemment, du moment, j'ai bien retenu, donc ce sont des chercheurs du climat et en sciences humaines. Non, j'ai dit en santé. En santé. Et des chercheurs de la NASA. Bon, quand même. En santé, effectivement. Non, c'est pas que du bullshit. Est-ce que vous croyez sérieusement que des chercheurs qui sont payés entre 100 et 150 000 $ vont arriver en France pour être payés 4 500 balles, et lorsqu'ils vont pondre l'innovation en recherche fondamentale ou recherche appliquée, vont se faire ponctionner à hauteur de 47% de fiscalité. Donc j'ai bien lu les envolées lyriques de Monsieur Hollande, qui souhaitait carrément mettre en place un régime de réfugiés scientifiques. Mais bon, si c'est pour se coltiner tous les wokistes qui ne seront plus financés par l'administration Trump, honnêtement, je mets un bémol. La bourgeoisie, Kevin Bossuet, là, hier. Vous parliez de l'Inde, vous parliez de la Chine. Rassurez-vous, les chercheurs qui ont du talent aux États-Unis, qui n'ont plus un rond, soi-disant à cause des coupures financières de l'administration Trump, rassurez-vous, elles ont déjà été démarchées dans des pays où là, ils auront vraiment l'occasion de réussir et de gagner de l'argent. Vous comprendrez pourquoi je viens dire pour notre porte. Vous comprendrez
accueillir tous les génies du monde, mais avec la fiscalité et avec l'État obèse et ankylosé qu'on a, il y a personne qui a envie de venir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs français... Benjamin, c'est faux. Il y en a plein qui veulent venir. Oui, mais je peux te le dire, je sais de quoi je parle là, pour le coup. Vous comprendrez, toutes choses étant égales, c'est la raison pour laquelle le vrai sujet pour moi, c'est le signal que ça peut nous envoyer, ou les mesures que ça peut nous inciter à prendre, et notamment, c'est la raison pour laquelle je dis, commençons par essayer de garder nos ingénieurs, commençons par leur donner les moyens de travailler chez nous, pour nous. Voilà. Après, ce qui se produit, c'est marginal, effectivement, que tel ancien président, tel ministre, quel que soit le parti, disent on va faire des réfugiés scientifiques. Bon, il y a un côté communication, il y a un côté un peu sensationnel, ça fait partie du jeu. Quelles conséquences, parce qu'on l'évoquait hier avec Kevin Bossuet, qui lui se réjouissait des coupes demandées par Donald Trump, de ces 2 milliards à Harvard qui vont être supprimés. Quelles conséquences ça va avoir? Alors, pour les États-Unis, là encore, moi je voudrais dire, effectivement, il y a des excès sur une partie de la gauche américaine avec des dénonciations de wokisme. Ok. Maintenant, n'oublions pas aussi une chose, c'est que c'est aussi une société qui, au départ, historiquement, est très morcelée, qui a été ségrégée. Donc, on voit bien que certaines mesures sont tirées à l'excès. Et l'idée, c'est revenons un peu à plus d'équilibre. Et par exemple, sur la recherche, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui n'ont pas d'intérêt immédiat. Maintenant, le fait qu'en médecine, on s'attache sur certaines recherches à faire la différence entre une recherche ciblée homme ou ciblée femme, parce qu'on sait que certaines maladies sont plus présentes chez les hommes que chez les femmes. On sait que, voilà, par exemple, c'est typiquement, on sait par exemple que dans la communauté noire, il y a une propension noire américaine chez les hommes à un taux de cancer de la prostate beaucoup plus élevé. Donc ça justifie qu'il puisse y avoir des recherches qui soient faites. Voilà, il y a des éléments. Donc c'est là où il faut faire attention, parce que quand on coupe, dans la nuance. Voilà, quand on coupe généralement, on peut mettre en sourdine de la recherche qui est utile, avec un risque pour la société, parce qu'on imagine, mais on n'a pas le temps de détailler. Si on ne fait pas de la recherche médicale ciblée pour la femme sur je pense à l'endométriose par exemple qu'on connaît en France, ben vous visez bien les femmes et non pas vous faites pas de la recherche sur tout le monde. Donc voilà, c'est un exemple. Mais néanmoins, d'un point de vue politique, quand on voit ce qui se passe en France, et on va en parler à Lyon 2, où on a, et dans de nombreuses universités françaises, où on a quand même des universités qui sont extrêmement politisées et idéologisées, ça va remettre quand même le balancier de l'autre côté. Oui, vous savez, la question d'argent peut très bien être surmontée, parce que l'un dans l'autre, ils arriveront, vous savez, la société américaine, ils arriveront sur le moment, c'est un choc quand vous voyez les masses d'argent qui sont supprimées, donc ça fait un choc. Je crains qu'ils n'arrivent à se retrouver. Maintenant, oui, on aura l'occasion d'en reparler pour Lyon. Vous connaissez ma position. À partir du moment où on empêche à X ou Y de s'exprimer, et pire que cela, parce que on avance sur le sujet, mais pire que cela, où la manière dont on l'empêche, qu'on soit dans la contradiction, qu'on soit dans le débat, moi j'ai rien contre en tant qu'avocat, qu'on ne soit pas d'accord avec moi et qu'on en discute, mais à partir du moment où vous venez physiquement interdire à quelqu'un de parler ou de dire il ne viendra pas faire telle ou telle conférence, moi, ça me gêne. Moi, je préfère débattre, quelle que soit la personne. Et d'ailleurs, dans mon métier, mes confrères peuvent me dire ce qu'ils pensent. J'ai l'obligation de les écouter. Ils ont l'obligation de m'écouter. Et le juge tranche. On se retrouve dans un instant et vous pourrez dire un mot, Frédéric Fougera, on pourra parler de l'université de Lyon 2. Puis je voudrais qu'on parle. Oui, je me suis renseigné quand même. J'ai appelé quelques anciens de Lyon 2. De l'abbé Pierre également. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Parlons effectivement de cette affaire à l'université de Lyon 2. Je vous rappelle cet enseignant, Fabrice Balanche, menacé par des étudiants pro-palestiniens. Il était obligé de quitter son cours. C'était le 1er avril
avril dernier. Il est spécialiste du Moyen-Orient. Et puis, bon, il y a eu évidemment toute une polémique. Il a été contraint après l'irruption donc de militants pro-palestiniens. Et puis hier, c'est la présidente de l'université Lyon 2 qui n'a pas soutenu son enseignant et qui lui a reproché des paroles affligeantes, complotistes et délétères pour l'université. Ils auraient trop pédalé l'université là, il y a pas longtemps, parce qu'en fait ils ont bien compris. C'est une histoire. Pardonnez-moi, je prends la parole. Valérie, oui, non, mais vous avez raison. Alors elle affirme ne pas avoir été étonnée que ce blocage tombe sur ce collège si, eu égard à ses positionnements sur Gaza, c'est ainsi à lui de trouver sa place. Donc ça veut dire quoi? Mais c'est pas. Ça veut dire quoi? Mais c'est qu'elle comprend pas le truc. Qu'il soit contesté par ses étudiants, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des publications, moi je ne le conteste pas. En revanche, ce qui est scandaleux, c'est qu'on vient le prendre physiquement. Bien sûr. Physiquement, c'est une agression physique qu'on l'oblige à sortir. C'est cela qui est scandaleux. Moi, là encore, je vous redis, et c'est important puisqu'on parle beaucoup d'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est aussi un débat contradictoire. Quels que soient vos désaccords, vous pouvez me les dire, mais je ne peux pas vous prendre physiquement et vous dire, je ne veux même pas vous entendre, même s'il avait été complotiste, mais qu'on le confonde scientifiquement, qu'on fasse débat. Juste ça, de qui on parle? Parce que c'était un moment intéressant, parce que l'accusé, entre guillemets, on sait même plus de quoi il s'agit. C'est Fabrice Balanche, le chercheur qui a agrégé d'histoire, HDR, c'est-à-dire habilité à diriger des recherches. C'est la victime, c'est pas l'accusé. Oui, pardon, mais l'accusé par qui tu sais, mais bien sûr, Frédéric. Mais tu as bien vu qu'on jouait avec les mots, comme tu l'as fait tout à l'heure. Non, il a eu le prix du livre géopolitique à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un de respectable. Il a un blog que j'ai regardé parce qu'à la fin, on oublie de regarder les choses. Bon, il fait des analyses comme fait Boniface sur le Moyen-Orient, ni plus ni moins. Peut-être pas dans le même sens. Peut-être pas dans le même sens, mais en même temps, faut bien regarder. Mais c'est ça, c'est la diversité intellectuelle. Et là où il y a un vrai sujet. Lyon 2, d'abord, c'est pas la première fois. Faut le savoir, que c'est vraiment, il y a une tradition quand même, on va dire, de bienveillance vis-à-vis de certains extrêmes. Et puis là, surtout, il faut faire preuve, ce que j'appelle de mes voeux chez tous les dirigeants, de leadership. C'est-à-dire que on ne supporte pas une invasion dans une salle de cours. De même qu'on ne supporterait pas, parce que le prof n'a jamais été sanctionné, pour le coup. Et ce qui m'étonne, c'est quand elle dit, on va étudier son cas, avant qu'elle rétropédale. La région demande une mission d'inspection en plus. Quand la présidente dit on va étudier son cas en CA, non, il n'y a pas étudié son cas, puisqu'il n'a jamais dérivé, il n'a jamais eu tenu des propos. Il n'y a jamais eu elle estime que si. Mais il n'y a jamais eu de commission de discipline, il n'y a jamais eu de sanction qui a été prise. Moi, je me permets d'insister sur le fait qu'il y ait des propos, il peut y avoir des procédures, qu'il y ait un débat intellectuel, et même lorsque les propos sont inacceptables ou seraient illicites, nous sommes dans un état de droit, il y a des procédures qui sont prévues pour cela. Ce que je conteste et ce qu'elle semble légitimer, c'est ce comportement, que je considère comme une agression physique. Parce qu'aujourd'hui, c'est je te prends physiquement, et puis pardonnez-moi du peu, pour peu qu'il y ait des esprits fragiles, c'est je prends un flingue et je commence par t'éliminer parce que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est cela qu'il faut aussi combattre. Il suffit pas de dire Samuel Paty, il suffit pas de le dire, il faut le mettre en œuvre. Je pense que le cabinet du ministre l'a recadré, puisque pour rétropédaler et pour dire non, mais on s'est pas compris, on sait pas. Je pense que parce que le cabinet du ministre, lui, avait insisté pour dire attention, on ne franchit pas la ligne jaune à l'université avec cette invasion d'une salle de cours et des propos. Bien qu'on comprenne cela. Non, elle a été recadrée et heureusement que quelqu'un peut reprendre comme ça. Légitimer un comportement, une atteinte physique, ça n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il avait, en fait, il faut rappeler aussi l'origine de cela, c'est qu'il s'était prononcé contre la rupture du jeune à l'université, en fait. C'est ça le fond, le départ de tout ce qui s'est passé. Il a été menacé, attaqué, empêché de faire cours par des militants masqués. Parce qu'il s'oppose à des revendications, islamistes, communautaristes. Et Valérie, j'aurais reposé le sujet parce que quelque part, on détourne le sujet sur les propos de l'enseignant. Mais comme l'a dit Jean-Claude, les propos de l'enseignant, c'est sa responsabilité. On peut être contre, on peut être pour. Mais là, on détourne le sujet. Le sujet, et d'ailleurs, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est l'irruption d'étudiants extérieurs au cours. Ça, c'est interdit. Avec une intention, puisqu'ils sont masqués. Donc il y a une intention, il y a une organisation. Et ce sont pas des étudiants du cours qui protestent contre les propos de l'enseignant. C'est l'irruption de personnes qui sont extérieures au cours. Donc ça, déjà, c'est un sujet, et c'est un sujet scandaleux. Et le deuxième sujet, c'est la position de la présidente de l'université, dont le rôle
est de défendre l'université avec un grand U, de défendre son université et de défendre et protéger ses enseignants, ce qu'elle ne fait pas du tout. Ouais. Vous avez juste un mot, parce que je voudrais... Et après, oui, je me demande s'il y a encore en contradiction avec ce que je viens de dire ou s'il approuve. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été à une période de ma vie, j'ai enseigné. Je disais toujours à mes étudiants qu'ils pouvaient tout dire, qu'ils pouvaient contester, qu'ils pouvaient challenger mes propos. La seule chose que j'imposais, que nous le fassions dans la courtoisie. Le respect. Et le respect. C'est tout. Alors, elle est dans le 8 mai, hein, la présidente de l'université, elle s'appelle Isabelle von Bultzingloen, voilà. Et elle rappelle son soutien institutionnel à l'enseignant, tout en déplorant les propos tenus par le maître de conférence. C'est 8 mai, c'est le 8 mai. Alors, Benjamin. Oui, alors bon, je vais sortir du politiquement correct du plateau là, parce que effectivement vous restez d'une neutralité absolue. Mais pas du tout. J'ai dit que non. Vous délirez ou quoi? Non, mais vous délirez ou quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On a le droit de taquiner un peu. Est-ce qu'on a le droit de se contester sans se molester? Pas du tout. D'accord, même sur cette radio. C'est la dictature. Bon, plus sérieusement, le fait originel que vous avez rappelé, Valérie, pour moi, c'est là le fond du problème. Nous avons aujourd'hui une gauche radicale, d'extrême gauche, avec un entrisme islamiste, que ce soit à Lyon 2 depuis des années. Moi, je me souviens avoir fait les élections du Crous en 1999 à Lyon 2. J'ai été obligé d'être exfiltré parce qu'évidemment, j'étais plus à droite qu'un centriste. Donc forcément, j'étais un vilain facho. Donc ça fait des dizaines d'années que Lyon 2 est aujourd'hui le terreau de l'extrême gauche. Et moi, j'ai envie de faire un parallèle avec ce qui se passe dans les différents Sciences Po, un peu partout en France, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Paris. J'ai envie de vous faire un parallèle également avec des députés d'extrême gauche, des assistants parlementaires d'extrême gauche qui vont aller intimider ou molester des journalistes. Aujourd'hui, en France, et je pense que la présidente de l'université, dont je n'arriverai jamais à prononcer le nom parce qu'il est tellement compliqué, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, elle abdique et qu'elle se soumet à ce diktat de l'extrême gauche. Et donc, moi, j'y mettrais un parallèle quand même. On s'égosille à soi-disant venir récupérer les chercheurs américains, mais lorsqu'ils vont voir comment sont comment dirais-je, traités les chercheurs français, je ne sais pas si ça va les inciter à venir. Donc, honnêtement, pour moi, c'est un véritable scandale. J'aurais aimé que la ministre de l'Éducation nationale ou que le ministre de l'Enseignement supérieur tape véritablement du poing sur la table, puisque l'interview de la présidente de l'université dans la Tribune de Lyon en date du 16 avril est clairement scandaleuse. Oui, effectivement, il n'y a pas à avoir de rupture du jeûne, que ce soit catho, juif, musulman, tout ce que vous voulez, dans un établissement d'enseignement supérieur. On est là pour réfléchir, on est là pour apprendre, on est là pour créer, on est là pour comprendre, on est là pour faire avancer les choses dans le débat, comme le disait Jean-Claude, dans la contestation, dans l'affrontement d'idées, mais certainement pas en arrivant aux mains. C'est quoi cette gauche aujourd'hui qui en vient aujourd'hui à menacer physiquement parce que leurs idées ne sont pas respectées par tous. Vous dites Lyon 2 réputé pour ça. Ah oui, non, parce que mais il n'y a pas que, c'est ça le problème. Non, il y a d'abord Lyon 2, c'est quand même aberrant. On peut pas s'en satisfaire. À Grenoble, il y a eu des problèmes aussi. À la Sorbonne ou la pièce de Charles. Toulouse Mirail, Rennes. Ce qui est choquant, c'est que c'est pour ça que je suis pas dans le politiquement correct. Ce qui est choquant, c'est que tout le monde dit il faut pas du Samuel Paty, et en fait c'est le petit commencement d'un Samuel Paty, ce type de comportement. Il faut pas se raconter d'histoire. Donc arrêtons de dire on pleurniche et on est tous avec Samuel Paty. Et puis de l'autre côté on dit oui mais ça veut dire oui on est au soutien, mais ça peut quand même se faire. C'est ça que ça veut dire. C'est le signal qui est envoyé. Et il faut savoir dire oui et non. Oui, c'est ça, et pas oui mais. Une auditrice me dit, il y a des précédents. L'ancienne présidente de Lyon 2 a reçu Mariam Aboudaka du FPLP. Elle n'était pas censée parler sur une estrade devant les étudiants, et cette ancienne présidente a contourné cette injonction en lui demandant de s'asseoir avec les étudiants, et elle l'a fait parler en lui donnant le micro. Donc Lyon 2. Mais alors, ce que me disait un ancien président de Lyon, il me disait, c'est la présidente actuelle, c'est pas la pire, parce qu'avant elle était VP, vice-présidente, pardon, donc c'est vraiment un terreau quand même extrêmement favorable à des idées un peu limites. C'est vrai que ça fait longtemps que ça dure et ça aurait dû quand même être réglé. Mais d'ailleurs, quand Frédéric Vidal avait parlé d'islamo-gauchiste il y a 5 ans, ça avait fait soulever un tollé et on voit que ça c'est toujours pas réglé. Alors dans le Figaro, une tribune de 50 universitaires en soutien à ce professeur, à cet enseignant, Fabrice Balanche, qui demande la démission de la présidente de Lyon 2.
Faites venir Trump, ça fera plaisir à Kevin Bossuet et hop, on coupe tous les soutiens. Mais il n'y a pas que Lyon 2, c'est ça le problème. On l'a rappelé, il y a Sciences Po. Je vous rappelle que la pièce de Charb ne peut pas être jouée à la Sorbonne. Mais à Sciences Po, ils avaient signé un accord avec des universités israéliennes. Et ils ont débarqué. D'ailleurs, le directeur de Sciences Po a dit vous contrecarrez ce que vous défendez vous-même. C'est-à-dire qu'en manifestant contre la liberté académique, en fait, c'est contraire à leurs principes qu'ils défendent, soit dire pour la liberté d'expression. Bref, et ça continue à Sciences Po. C'est ça qui me dérange. Après, il y a des moyens de pression. Hein. Si le gouvernement ne le fait pas, on peut aussi inviter tous les chefs d'entreprise à ne plus verser leur taxe d'apprentissage à Lyon 2. Et on peut aussi demander aux chefs d'entreprise et aux DRH d'être extrêmement vigilants sur des candidats qui seraient issus de ces universités qui aujourd'hui prônent l'intolérance et abdiquent face à la violence. Je suis pas sûr que la taxe d'apprentissage à une fac de sciences et lettres soit importante. Quand on parle d'abdiquer face à la violence... En tout cas, sur l'employabilité des étudiants, je pense que ça peut être intéressant. Il ne faut pas que ça retombe sur les étudiants non plus, parce que là, à un moment donné, il va falloir prendre ses responsabilités. Il va falloir prendre ses responsabilités. Il faut faire de la pression. C'est un rapport de force aussi. Quand vous avez des gens qui s'estiment intouchables parce qu'ils sont présidents d'université et que vous avez un gouvernement qui tremble face à cela, à un moment donné, il faut qu'il y ait un rapport de force qui se crée. L'opinion publique, les employeurs doivent également prendre leurs responsabilités. Oui, l'auditeur Stéphane me dit mais où est la loi dans tout ça ? Effectivement, alors ça n'a rien à voir et ça a à voir un peu en même temps ce matin quand on décide des sujets qu'on va traiter avec Juliette Rioufol, que je salue, que je félicite pour son travail remarquable. Elle me dit, il faudrait qu'on parle de Rennes. Vous savez, il y a eu des jeunes gens, des délinquants qui ont poursuivi d'autres jeunes et qui sont rentrés dans un restaurant, dans un fast-food et qui ont tiré à la Kalachnikov. Et je lui fais bof. Et en réfléchissant, je me dis, il n'y a pas eu de mort. Donc maintenant, il faut qu'il y ait un mort pour que ça prenne, pour qu'on en parle. C'est quand même gravissime. Vous avez des jeunes en plein jour avec une Kalachnikov et là, vous vous dites, que fait l'État? Où est la police? Et la police fait ce qu'elle peut, comme l'a dit, ne peut pas tout, comme a dit Laurent Nunez, mais c'est gravissime. Vous avez des gens avec des kalachnikovs, des armes lourdes. J'ai entendu un des adjoints à la mairie, conseillers municipaux qui était là. Il y a un moment, Rennes, il va falloir faire quelque chose. Grenoble, Marseille. Mais c'est la réaction que j'ai eue en me disant finalement, ça devient une forme de routine et d'habitude. Non, mais c'est votre réaction qui est intéressante parce que ça veut dire que on s'habitue et on banalise des faits qui sont pourtant extrêmement graves et contre lesquels on devrait se révolter. Oui, absolument. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio. Valérie Expert. Et une auditrice me signale toujours à propos de Fabrice Balanche que c'est l'un des meilleurs experts, c'est l'un des meilleurs géographes experts de la Syrie. Il a vécu là-bas. Il a vécu là-bas 10 ans entre le Liban et la Syrie. Ouais, c'est pour ça que vous ne pouvez peut-être pas faire tout à fait le parallèle avec Pascal Boniface, si je puis me permettre. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas interrompre ces conférences. Non. Le Vatican était au courant depuis 1955 des agissements de l'abbé Pierre, révélation dans un livre qui est paru hier, Abbé Pierre, la fabrique d'un saint. Je trouve que le titre est très juste et très judicieux parce qu'effectivement l'abbé Pierre était inattaquable, intouchable, et donc ces deux journalistes, Marie-France Etchegouin et Laetitia Chérel, ont enquêté. Elles sont allées au Saint-Siège, elles sont allées au Vatican, elles ont eu accès à un dossier. C'est pas le Vatican d'ailleurs. Non. C'est une officine à côté du Vatican. Elles ont eu accès à un dossier et là elles ont découvert un certain nombre d'éléments très très accablants pour l'abbé Pierre et après il y a quelqu'un qui est venu en disant non, rendez-nous le dossier. Mais bon, elles avaient déjà tout recopié et on découvre que le Vatican était au courant, qu'un psychiatre avait été sollicité, qu'on décrivait un homme au bord de l'aliénation mentale. Le livre est une petite bombe parce que on voit qu'il a été couvert par l'Église, qu'il a été couvert vraisemblablement par des dirigeants d'Emmaüs. Bref, beaucoup de gens savaient. Mais il a été couvert, ou en tout cas il y a eu un grand silence, une grande omerta, même de la part de politiques français à l'époque, parce que j'ai souvenir il y a quelque temps d'avoir vu, il y a tellement de documents finalement qui prouvent qu'il était vraiment. J'ai souvenir il y a quelque temps d'avoir vu un document qui émanait d'un ministère, je crois qui date de la fin des années 50, où le ministre voulait proposer l'abbé Pierre pour la Légion d'honneur, et c'était un évêque qui recommandait au ministre de mettre en suspens son idée parce qu'il était atteint de certains troubles, et c'est vrai qu'il serait préférable de ne pas en fait, beaucoup de gens savaient. Après,
comment derrière un personnage aussi charismatique, finalement, tout le monde s'écrase et parce on que laisse c'est une tête faire. de gondole pour la religion, pour tellement de choses. Il incarnait tellement de choses qu'il voulait protéger justement ce qu'il représentait. Et c'est vrai que même les gens, ses proches, des gens qui ont été même agressés, disaient bah non, parce qu'en fait, c'est trop ce qu'il a représenté. Si on casse le mythe, si on détruit quelque chose qui a été construit sur tellement d'années. Et c'est ça qui est dingue, c'est que non seulement il y a eu une omerta, mais y compris les victimes elles-mêmes n'ont rien dit. Encore aujourd'hui, c'est ce que racontent les deux journalistes. Voilà, c'est ça. Parmi les personnes qu'elles ont interrogées qui se sont déclarées victimes, je rappelle qu'il y a 35 accusations d'agression sexuelle et de viol à ce jour sur des femmes et des enfants. Certaines d'entre elles disent non, on n'a pas envie d'en parler parce que ça salit son image d'une certaine manière. Mais vous dites c'était effectivement quelqu'un qui représentait l'Église, l'évêque de Versailles, qui a minimisé les faits et qui présente l'abbé Pierre comme un prophète qui galvanise les masses. Et donc il touche les gens que l'Église ne touche pas. Ils font le oui mais, c'est-à-dire que oui c'est un pervers, mais il a fait des choses extraordinaires, y compris dans le bouquin. Les deux auteurs, elles le précisent, elles se disent on veut pas contester tout ce qu'il a fait à côté. Et c'est ça la difficulté. C'est pas Weinstein qui se tapait les actrices pour les faire jouer. On parle de quelqu'un qui a fait. C'est un malade. Mais bon, ça n'empêche pas l'horreur pour les victimes. Là où on se trompe, pardonnez-moi, là où on se trompe, c'est de dire, c'est sur le plan personnel, il était, c'était quasiment perverse. Mais il a fait. Ça n'est pas contesté ce qu'il a fait. Et vous avez des tas de gens qui ont fait des tas de choses qui sont très bien, qu'il faut saluer. Pour autant, il y a des actes qui sont criminels et qu'il faut non seulement savoir sanctionner, l'entourage doit savoir dénoncer, en tout cas. Et moi, je suis blessé parce qu'en plus, quand on est catholique, c'est le week-end de Pâques, aujourd'hui c'est le vendredi saint, c'est vrai que c'est extrêmement perturbant et que ça jette l'opprobre sur le travail de milliers de prêtres, d'évêques, d'hommes d'église, et pas seulement d'église, des hommes de foi, que ce soit des imams, que ce soit des rabbins, de gens qui sont engagés en religion, qui font du bien. C'est 90% du personnel religieux, je dirais, eh bien, pour une petite communauté, et c'est vrai que c'est acceptable. Et je suis profondément attristé que le Vatican est caché, et en tout cas est caché. Je pense que quand on ouvrira les archives du Vatican, on découvrira bien d'autres choses. Oui, c'est toujours le problème des institutions et du pouvoir. Quelles que soient les bonnes intentions, on découvre qu'il y a des choses qui ne sont pas très jolies. Donc ça aussi, je voudrais redire quand même mon soutien aux centaines de curés qui, ici ou là, d'évêques qui font un gros travail, et il ne faut pas l'oublier. Mais une omerta qui persiste toujours. Dans le livre, on découvre également des propos antisémites. On découvre qu'il a soutenu Pétain. Benjamin Cauchy sur ce cataclysme, effectivement, en termes d'image. Je signe et contre-signe le plaidoyer de Jean-Claude à l'instant. Effectivement, c'est dramatique qu'une icône ait été protégée par le Vatican, mais il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt de milliers d'hommes de foi qui sont sincères dans leur démarche au quotidien. C'est une icône qui s'effondre. Il y en a beaucoup en politique aussi. Vous savez, on avait un ministre de l'économie qui droit dans les yeux, a dit qu'il n'avait jamais fraudé. Donc, on a eu un Cahuzac en politique. On a un abbé Pierre dans avec les mêmes conséquences pour les victimes. Dans la religion catholique, et effectivement, il faut qu'il y ait un processus de reconnaissance pour ces victimes. Ça, c'est une évidence. C'est dramatique. C'est une icône qui s'effondre. Emmaüs a d'ores et déjà fait le choix de changer le nom de la fondation, semble-t-il. Encore une fois, moi, je rends hommage à tous ces milliers de prêtres qui apportent le bonheur, la foi et l'espoir. Mais faites pas de oui mais. Je reprends toujours ma phrase de quand on parle des femmes battues, on nous répond oui mais il y a des hommes battus. Parlons juste de ce qui se passe là. C'est pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des religieux. C'est de parler du cas d'un homme qui a été effectivement. Attention, moi j'ai bien dit que c'est. Que vous voulez que je vous dise de plus. Non, attention, j'ai bien dit que c'est un salopard et qu'il faut sanctionner et que l'entourage doit savoir dénoncer et sanctionner. Et je dis que là où j'étais attristé, c'est que de fait, ça jette. Et donc je dis, voilà, c'est simplement et c'est d'abord aux victimes auxquelles on pense et de dire. Dans ce drame, j'étais en soutien de ces centaines de curés qui font un boulot et qui doivent être profondément chagrins de cette situation meurtrie. Bien sûr, mais au sein de la Fondation Abbé Pierre et d'Emmaüs,
Il y a forcément des gens qui savaient. Il y a aussi des histoires d'argent où on a découvert que l'abbé Pierre se gardait pour. Alors, quelle est l'expression pour ses œuvres personnelles, une partie de l'argent des colonies de vacances, une partie de l'argent des. Collectés, en fait, et que personne n'a été foutu de dire à quoi avait servi cet argent. Cet argent, ouais. Il y a peut-être des biens immobiliers quelque part, je ne sais pas. Vous voyez, c'est là où la responsabilité personnelle est importante. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui de l'abbé Pierre, mais je me rends compte que finalement, dans nos quotidiens, nous faisons face à des situations qui ne sont pas acceptables. Et cela veut dire que nous devons être tout aussi vigilants pour pouvoir dire, lorsque ces situations se présentent, eh bien non, je ne cautionne pas. Je pense par exemple aux questions d'harcèlement au travail, qui est un vrai sujet. Oui. Eh bien, quand on est témoin de situations d'harcèlement, de discrimination, et là encore, je suis pas un rockiste, mais je vois la réalité de terrain, dans tous les sens, qu'il y a pas de bien mal, petit, grand. Non. Eh bien, je dis qu'il faut savoir dire, non, ça n'est pas acceptable. Quand dans la rue, on voit une situation qui est contraire à la loi, il faut savoir dire, ne serait-ce que manifester sa réprobation, parce que le silence, parfois, entretient des situations dramatiques. Les étudiants n'ont pas réagi quand la salle a été envahie à Lyon 2, donc ils auraient pu réagir. Réagir demande du courage et parfois on manque de courage tous à notre niveau. Voilà, joyeuse Pâques à tous et à toutes. Le nombre de baptêmes d'adultes est en très forte hausse. Je pense que vous avez entendu cette information et on vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Nous, on sera là lundi en direct pour les débats. Très bonne journée, très bon week-end sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.